Voilà. Donc, l'enregistrement a démarré. Euh, donc, on vous demandera d'attendre la fin de la conférence pour poser vos questions. Vous pourrez les poser en ouvrant vos micros. Si vous le souhaitez, en attendant, vous pouvez les inscrire dans le Q&A au bas de l'écran. Euh, Ça peut apparaître dans la barre en bas de l'écran ou bien vous pouvez appuyer sur le bouton plus avec les trois petits points. Donc, je vous présente vos deux formateurs. Fanny Deschênes, qui est chargée de projet en planification de la conservation et qui possède une formation de biologiste, et Daniel Chérubin, chargé de projet en aménagement durable des territoires, qui possède une formation en architecture et en urbanisme. Nous remercions aussi nos partenaires qui sont le gouvernement du Québec, l'Initiative québécoise Corridor écologique et la Fondation de la faune du Québec, qui nous permettent de vous offrir cette formation gratuitement. Donc, Fanny, je te laisse la parole. Merci Erika. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le plan de la présentation, en fait, ça va être premièrement, vous présenter c'est quoi un plan de conservation, qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est quoi les implications aussi d'un plan de conservation pour une municipalité. C'est quoi les différentes parties prenantes qui sont impliquées et l'expertise nécessaire pour réaliser un plan comme ça. Et aussi, la mise en œuvre, concrètement, ça ressemble à quoi et notamment comment on intègre ça au niveau de la planification du territoire. Donc, d'abord, on est qui Éco-Corridor Laurentien? Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un organisme de bienfaisance qui met en œuvre une stratégie de conservation des milieux naturels et des corridors écologiques dans les Laurentides. Euh, et on travaille étroitement avec plusieurs partenaires, notamment les instances municipales, les organismes de conservation, organismes en environnement, les propriétaires, les citoyens et leurs représentants, aussi ministères, universités, là, entre autres. Donc, notre vision, c'est de relier le parc national d'Oka au parc national du Mont-Tremblant par un réseau de corridors écologiques et d'aires protégées interconnectés qui traversent le territoire de toute la région des Laurentides. Donc, c'est ça notre territoire d'action, en fait, c'est vraiment les Laurentides. Donc aujourd'hui, on va beaucoup parler de conservation, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, souvent, on pense conservation, on pense à des aires protégées, à une cloche de verre, on va protéger un milieu, on va mettre une cloche de verre, il n'y a plus rien qui se passe à cet endroit-là. Mais ce n'est pas que ça. Donc, la conservation, ça implique plusieurs approches. Il y a, oui, la protection avec des aires protégées. Il y en a qui sont plus strictes, comme la réserve naturelle, par exemple, mais il y en a aussi qui permettent quand même certains usages. Ça inclut aussi la restauration. Donc, on peut penser notamment à la restauration des milieux humides. On peut restaurer aussi la connectivité écologique avec des aménagements agroforestiers, avec des bandes riveraines élargies, par exemple. Et ça inclut aussi l'utilisation durable. Donc, utilisation durable des ressources naturelles, agriculture, foresterie durable et l'aménagement du territoire également. Donc, un plan de conservation, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un document de planification qui inclut des stratégies et des actions pour conserver les milieux naturels sur un territoire donné. Donc, si c'est un plan de conservation municipal, ça va être pour le territoire d'une municipalité. Donc, qu'est-ce que ça permet concrètement un plan de conservation? Premièrement, de faire un portrait des milieux naturels sur le territoire, c'est quoi leur état, c'est quoi les différents éléments d'intérêt écologique sur un territoire donné. Aussi d'analyser les enjeux qui affectent la conservation de ces milieux naturels-là, donc les différentes pressions, les opportunités et tous les enjeux qui les affectent. Et aussi de prioriser les milieux naturels prioritaires pour la conservation et finalement vraiment d'identifier c'est quoi les stratégies pour et les actions pour à mettre en œuvre pour conserver les milieux naturels sur une échelle temporelle donnée. Donc souvent un plan de conservation c'est sur 10 ans. Ça peut être sur 5 ans aussi ou plus longtemps dans certains cas, mais généralement c'est sur une période de 10 ans. Donc, la méthodologie qu'on utilise pour élaborer ces plans de conservation-là, c'est les standards ouverts pour la pratique de la conservation. Ça, c'est en fait c'est une norme internationale qui a été élaborée par le Conservation Measure Partnership, qui est un regroupement de plusieurs organismes de conservation. Puis, en fait, ça permet vraiment d'avoir une méthodologie commune, un langage commun entre les différentes organisations qui réalisent des projets de conservation pour s'assurer de l'efficacité là, de ces projets-là.
Donc, les standards verts, ça identifie une structure de travail commune, une méthodologie commune avec des étapes précises à suivre pour mettre en œuvre les projets de conservation. Donc, vous pouvez voir ici les 5 étapes des standards verts. Donc, concevoir, planifier, mettre en œuvre, analyser et adapter et partager. Donc, quand on parle d'élaborer un plan de conservation, on est vraiment dans les 2 premières étapes, concevoir et planifier. Et à partir de l'étape 3, on est vraiment dans la mise en œuvre. Donc, si je décortique un peu ici, l'étape 1, concevoir, c'est mieux connaître le territoire, c'est quoi les milieux naturels d'intérêt à conserver, c'est quoi les sites de conservation, les pressions qu'ils subissent. Donc, premièrement, dans cette étape-là, on va commencer par déterminer c'est quoi la portée du plan. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment sur quelle échelle territoriale le plan agit. Donc, si c'est un plan municipal, à l'échelle des limites administratives de la municipalité. Ensuite, on va identifier un énoncé de vision. Donc, un énoncé de vision, c'est vraiment l'état désiré de ce qu'on veut atteindre avec le projet. En fait, c'est un libellé d'une vision qui va guider le plan et qui décrit qu'est-ce qu'on veut avoir accompli avec le plan dans 10 ans. Au niveau du portrait du territoire, ben c'est vraiment c'est là qu'on va déterminer dresser le portrait de l'état des milieux naturels sur le territoire. C'est quoi les éléments d'intérêt écologique, aussi les éléments d'intérêt socio-culturel là, vont être identifiés dans le portrait. Puis, on va passer aux sites de conservation. Donc, essentiellement, les sites de conservation, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut protéger avec le plan. Donc, ça peut être un type de milieu naturel, par exemple les milieux forestiers, ça peut être un type d'écosystème, ça peut même être dans certains cas une espèce ou un groupe d'espèces qui ont des besoins particuliers de conservation. Et les sites de bien-être humain, ben en fait, c'est qu'un plan de conservation, oui, ça sert à protéger la nature, mais les humains sont quand même impliqués là-dedans aussi. Donc, essentiellement, quand on parle de sites de bien-être humain, c'est des composantes du bien-être humain qui vont être affectées par l'état des sites de conservation. Donc, euh, en fait, c'est associé aux services écosystémiques rendus par les milieux naturels. Donc, par exemple, pour un milieu forestier, un service écosystémique associé au milieu forestier, par exemple, c'est l'accès à la nature. Donc, l'état des milieux forestiers, si un milieu forestier est en bon état, ben, ça contribue à sa valeur récréative que les humains peuvent bénéficier pour pratiquer des loisirs, par exemple. Ensuite, les pressions, ben, les pressions, c'est vraiment qu'on peut appeler aussi menaces, mais c'est toutes les activités d'origine anthropique qui vont dégrader un milieu naturel. Par exemple, les espèces exotiques envahissantes. Ça peut être aussi là, causé, ben, en fait, comme les impacts des changements climatiques, c'est pas directement une activité anthropique, mais c'est quand même lié là, aux activités humaines. Puis, l'analyse de la situation, ben, c'est vraiment là que on va décrire c'est quoi la situation de la conservation des milieux naturels sur le territoire. Donc, c'est vraiment l'étape clé qui nous permet d'avoir un portrait complet de la situation. Donc, c'est quoi nos sites de conservation? C'est quoi les pressions qui les affectent? C'est quoi les moteurs de ces pressions-là? Les causes sous-jacentes? On peut aussi identifier les opportunités de conservation sur le territoire et les relations de cause à effet entre ces différents enjeux-là. Puis c'est vraiment ce qui nous permet de comprendre la situation pour après ça savoir où est-ce qu'on va agir. Donc la deuxième étape, c'est planifier. Donc ça consiste à déterminer des buts et objectifs et des stratégies et actions pour les atteindre. Donc c'est vraiment l'étape de planification. Donc ça comprend également un plan d'action, un plan de suivi et opérationnel. Donc, si je décortique ici, ben, quand on parle de but de conservation, c'est ce qu'on va déterminer pour chacune de nos sites de conservation qu'on a identifiés préalablement. Donc, en fait, un but de conservation, c'est l'état futur souhaité de chacune de nos cibles à long terme. Donc, quand je dis à long terme, ça peut être sur 10 ans ou 20 ans. Si le plan est sur 10 ans, on peut le mettre sur 10 ans ou ça peut être sur un petit peu plus long terme aussi jusqu'à 20 ans. Et en fait, par exemple, si je prends l'exemple d'un milieu forestier qui serait une de nos sites de conservation, on va se baser sur des seuils et des indicateurs tirés de la littérature scientifique qui nous permettent de mesurer l'état actuel qu'on a identifié dans le portrait. Donc, par exemple, dans le portrait, on pourrait dire notre indicateur, c'est le couvert forestier. En ce moment, pour nos milieux forestiers, on a un couvert forestier de 50% sur le territoire. Et on sait que 50%, ben, c'est un seuil scientifique qui dit, ben, en deçà de là,
les écosystèmes forestiers vont subir des impacts et vont être dégradés potentiellement à long terme. Donc, l'état futur souhaité avec un but de conservation, ça pourrait être, par exemple, de maintenir minimalement ce 50%-là de couvert forestier. Ensuite, les objectifs, ben, c'est vraiment les résultats visés du projet à plus court terme. Donc, si on a un plan sur 10 ans, on peut avoir un objectif dans 1 an, dans 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. C'est vraiment qu'est-ce qu'on vise comme résultat avec le plan. Puis les stratégies, ben, en fait, c'est un ensemble d'actions qui ont une thématique commune qui permettent d'atteindre les objectifs. Donc, c'est vraiment un regroupement d'actions sous une même thématique qui va nous permettre d'atteindre les objectifs. Par exemple, on pourrait avoir une stratégie de sensibilisation ou encore une stratégie de planification territoriale et réglementation qui regrouperait plusieurs actions ensemble. Donc, à partir, ben, en fait, aussi, les stratégies sont déterminées à partir de l'analyse de la situation qu'on a fait plus tôt. Donc, une stratégie, c'est vraiment de dire, ben, où est-ce qu'on va agir, sur quels enjeux on a un pouvoir d'action, sur lesquels on a la plus grande influence, euh, et en fait, où est-ce qu'on va intervenir et comment on va intervenir. Puis à partir de là, ben, on va élaborer un plan d'action qui comprend les stratégies, les objectifs et des actions pour chaque objectif et un échéancier également pour chaque action. Ensuite, le plan de suivi opérationnel, ben, un plan de suivi, c'est vraiment ce qui permet d'évaluer la mise en œuvre du plan avec des indicateurs de suivi et des activités de suivi. Puis, le plan opérationnel, ben, c'est ce qui permet d'identifier les ressources pour la mise en œuvre du plan, notamment les ressources humaines, comme ça va être qui le responsable de chacune des actions, est-ce qu'il va y avoir des partenaires collaborateurs pour chaque action, et les ressources financières aussi pour la réalisation de chaque action. Donc, après l'élaboration du plan, on tombe à l'étape 3 qui est vraiment la mise en œuvre. Et l'étape 4, ben, en fait, comme je disais, c'est vraiment là, analyser, adapter, on va suivre, évaluer la mise en œuvre du plan avec le plan de suivi. Et c'est là qu'on va ajuster aux besoins. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que un plan de conservation, c'est vraiment un processus itératif. Donc, c'est évolutif. Un territoire donné, c'est pas figé dans le temps, ça évolue, c'est vivant. Donc, peut-être que une action, par exemple, qu'on a déterminée à l'an zéro, finalement, 3 ans plus tard, on réalise que ça fait moins de sens, qu'il y aurait peut-être une autre action qui serait plus pertinente en fonction des opportunités, par exemple, ou bien ben, avec des nouvelles informations, des nouvelles connaissances qu'on acquiert en cours de route, on a lieu de s'adapter. Donc, c'est vraiment itératif. Et puis l'étape 5, partager, ben, c'est essentiellement de partager les résultats du plan, communiquer sur la démarche, partager ces résultats-là aux citoyens aussi, mais aux différents partenaires et services qui vont être impliqués là, dans la mise en œuvre. Donc, les grandes étapes d'une démarche, ben, premièrement, la première étape, c'est vraiment de dresser un portrait des parties prenantes et différents acteurs du territoire. Donc, ce qu'on veut avec un plan de conservation, c'est que ça soit réalisé dans une approche de co-création avec les parties prenantes, avec les acteurs du territoire. Donc, en premier lieu, on identifie c'est qui ces parties prenantes-là. Et puis, pour s'assurer qu'elles sont impliquées tout au long de la démarche, ce qu'on peut faire, c'est créer un comité consultatif qui va être formé, par exemple, de différents services municipaux, des élus, de partenaires, de représentants de citoyens. Puis, en fait, le rôle de ce comité-là, c'est vraiment d'informer la démarche. C'est des personnes qui œuvrent sur le territoire, qui comprennent la réalité du territoire, donc ils peuvent aussi émettre des recommandations durant le processus d'élaboration du plan. Puis pour ça, on peut faire différents ateliers consultatifs là, pour justement, c'est là qu'on va informer la vision, les cibles, les pressions. Donc, on ne veut pas rédiger un énoncé de vision, que ça soit juste une personne devant son écran qui décide c'est quoi la vision du plan. On veut vraiment que ça soit porté par les différentes parties prenantes. Aussi, pour consulter les différentes parties prenantes, on peut faire un sondage aux citoyens. Puis ce sondage-là, par exemple, c'est là qu'on peut leur demander quelle devrait être la vision du projet, c'est quoi les milieux naturels d'importance qui leur tiennent à cœur sur le territoire, c'est quoi leur perception de la nature et les différents enjeux.
Ensuite, ben, comme je disais, le portrait du territoire, c'est vraiment là qu'on va dresser le portrait des différents milieux naturels sur le territoire, leur état. On peut aussi identifier des éléments d'intérêt écologique, comme les espèces en situation précaire, par exemple, puis des éléments d'intérêt socio-culturel. Ensuite, on peut faire une analyse de connectivité locale. Je vais y revenir juste après plus en détail. Et aussi une analyse de priorisation des milieux naturels pour prioriser les milieux naturels à conserver. Donc, ça aussi, je vais y revenir un petit peu plus en détail. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pour consulter la population, c'est de faire une consultation publique. Donc, ça permet d'informer les citoyens de la démarche, peut-être ceux qui n'ont pas été mis au courant par le sondage. Donc, on fait une deuxième forme de consultation, mais est-ce que les gens sont vraiment invités à participer? C'est intéressant notamment avant le plan d'action pour les faire participer en mode solution pour leur demander ben, quelles devraient être les actions là, qu'on met en place dans les prochaines années. Donc, tout ça mène à un plan d'action à la fin. Donc, pour l'analyse de connectivité locale, c'est une étape qui peut être réalisée, une étape complémentaire. Euh, Vous avez peut-être vu au début le schéma du réseau écologique régional qui a été identifié par Éco-Corridor Laurentien. Donc, nous, on a fait une analyse à l'échelle régionale. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est une analyse complémentaire à l'échelle locale, vraiment à l'échelle du territoire d'une municipalité. Donc, c'est là qu'on va identifier les noyaux de conservation et les corridors écologiques locaux. Donc, quand je parle de noyaux de conservation, en fait, c'est des milieux forestiers de taille suffisante qui sont pas fragmentés. Et les corridors écologiques, ben, c'est ce qui permet de connecter ces noyaux-là ensemble. Euh, Ce qu'il faut savoir aussi quand on fait ce genre d'analyse-là, c'est que les noyaux de conservation, les corridors écologiques, eux, ils ne suivent pas les limites administratives d'une municipalité. Donc, c'est pas parce qu'il y a une limite administrative que ça va couper et fragmenter un noyau de conservation. Donc, il faut prendre en compte ce qu'il y a autour aussi dans les municipalités en périphérie. Donc, on va faire l'analyse avec une bonne zone tampon là, en périphérie. Puis, si aussi il y a d'autres municipalités qui ont fait ce genre d'exercice-là, ben, il faut s'assurer qu'il y ait une continuité là, entre les différents réseaux écologiques qui ont été identifiés. Donc, ensuite, l'analyse de priorisation que je mentionnais juste avant, c'est une analyse multicritère qui permet de prioriser les milieux naturels à conserver sur le territoire selon leur valeur écologique. Donc, il y a plusieurs critères de valeur écologique qui sont utilisés. Euh, on va se baser sur la littérature scientifique pour identifier ces critères-là de valeur écologique. Puis, en fait, ce que ça permet, c'est vraiment une priorisation géographique par secteur. Donc, c'est vraiment une analyse géomatique spatiale du territoire. Puis, ce que ça permet de faire, en fait, ça donne un outil d'aide à la décision pour la municipalité pour voir c'est où les zones à prioriser pour la conservation, c'est quoi les secteurs clés, et on peut aussi l'utiliser pour comparer différents milieux naturels, leurs valeurs écologiques ensemble. Donc, ça permet en fait d'informer aussi les différentes stratégies de conservation qui vont être utilisées là, pour conserver ces milieux-là. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, comme je disais plutôt, la conservation, il y a différentes approches, il y a différents outils qui peuvent être utilisés et on devrait moduler ces outils-là en fonction de la valeur écologique des milieux, de leur valeur sociale aussi et de leur teneur. Donc, par exemple, pour les terrains municipaux, on pourrait décider d'y aller avec un outil de protection, donc obtenir un statut d'aire protégée en terre privée sur les terrains municipaux. Par exemple, une réserve naturelle, une servitude de conservation, un don écologique à un organisme de conservation pour protéger légalement des superficies. Ce qui est possible aussi, c'est une reconnaissance d'AMCE. Donc, si il y a déjà des mesures de conservation efficaces en place sur ce terrain-là, on pourrait faire une demande de reconnaissance d'AMCE. Ensuite, sur les autres terres privées qui appartiennent pas à la municipalité, bien, il y a aussi plusieurs outils qui sont possibles, notamment les règlements de zonage, les règlements municipaux, les contributions pour frais de parc et acquisition de terrain aussi pour la conservation et des projets de démarchage pour la conservation volontaire. Donc, ça, essentiellement, euh, ça consiste à collaborer avec des propriétaires privés pour signer des ententes de conservation volontaire sur leur propriété.
Donc, à quoi ça ressemble un projet de démarchage? Ben, en fait, c'est que premièrement, on va prendre contact avec les propriétaires et on va les informer de la valeur écologique de leur terrain. Donc, les propriétaires sont pas toujours au courant que leur terrain a une grande valeur écologique, ni de c'est quoi les possibilités, comment ils peuvent conserver ce terrain-là. Donc, on va commencer par entrer en contact avec eux, les informer de ça. Puis, on peut aussi aller acquérir plus de connaissances sur les éléments d'intérêt écologique sur leur terrain avec une visite terrain où est-ce qu'on peut faire une caractérisation écologique sommaire de la propriété. Donc, souvent, on fait ça, puis on remet un cahier du propriétaire qui résume c'est quoi justement les différents éléments d'intérêt écologique sur la propriété. Donc, on va cibler ces propriétés-là en fonction justement des secteurs à grande valeur écologique. Est-ce que c'est situé aussi dans un secteur important pour la connectivité? Qu'est-ce qui est intéressant de faire aussi, c'est qu'avec le sondage, que je disais qu'on peut faire le sondage aux citoyens en début de démarche, ben, on peut en profiter pour sonder c'est qui les propriétaires qui pourraient être intéressés par la conservation volontaire. Donc, c'est qui sur le territoire qui possède un grand boisé de 4 hectares et plus? Est-ce qu'ils pourraient être intéressés? Est-ce qu'ils connaissent c'est quoi les options de conservation volontaire? Donc, on peut avoir déjà une petite banque de données à ce niveau-là. Puis l'objectif, en fait, c'est vraiment de signer une entente de conservation volontaire pour conserver une superficie de milieu naturel. Donc, les différentes parties prenantes qui sont impliquées dans un plan de conservation, ben, il y en a plusieurs au niveau à l'interne. Ben, évidemment, il y a les différents services municipaux qui sont impliqués autant dans l'élaboration que la mise en œuvre du plan. Donc, évidemment, il y a le service de l'environnement qui souvent, c'est le porteur du plan. Il y a le service de l'urbanisme aussi qui doit être impliqué parce qu'après ça, il faut que ça soit transcrit au niveau de la planification du territoire. Les services des loisirs, des travaux publics, peut-être qu'il va y avoir des aménagements à faire sur le territoire, les services des communications pour informer et diffuser le plan et la direction générale. Ensuite, il y a les élus municipaux. Donc, c'est vraiment, le conseil municipal va avoir un rôle important à jouer dans la mise en œuvre. Donc, on veut que les élus portent le plan dès le départ. Euh, on peut impliquer aussi différents partenaires, comme je disais, dans le comité consultatif, donc d'autres organismes de conservation, organismes en environnement qui œuvrent déjà sur le territoire. Souvent, il y a déjà des actions qui vont être mises en place par ces partenaires-là. Donc, on veut s'arrimer puis collaborer avec eux, organismes de bassin versant, organismes de plein air, entre autres. Les citoyens aussi, qui devraient être informés dès le début et impliqués dans la démarche. Donc, c'est eux qui y vivent le territoire, donc ils ont des connaissances aussi sur ce territoire-là et pourraient aussi être impliqués dans la mise en œuvre avec des actions citoyennes. Donc, souvent, c'est pas nécessairement possible d'inviter tous les citoyens dans un comité consultatif, par exemple, parce qu'on veut quand même pas que ce soit des trop gros groupes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est trouver des représentants, par exemple une association de lac ou un groupement citoyen. Et finalement, ils peuvent avoir des parties prenantes externes aussi qui sont impliquées, comme des firmes, centres de recherche, universités, etc. Au niveau de l'expertise nécessaire pour élaborer un plan de conservation, ben, évidemment, il y a en biologie environnement, donc pour bien comprendre les enjeux environnementaux, pour bien analyser le territoire, à l'aide de seuils de référence et de données scientifiques. Donc, on veut vraiment que nos plans soient basés sur la science. Euh, la géomatique aussi, c'est une expertise incontournable parce que, bon, autant au niveau du portrait, il va y avoir de la cartographie à faire, mais aussi au niveau des différentes analyses spatiales, analyse de connectivité, analyse de priorisation, ça prend une expertise en géomatique. Urbanisme, aménagement du territoire, bien évidemment, la conservation va devoir s'inscrire dans la planification du territoire, va devoir s'intégrer là-dedans, donc ça prend aussi cette expertise-là. Et pour impliquer les parties prenantes dans la démarche, bien, ça prend quand même une expertise en concertation. On veut une approche de co-création. On veut quelqu'un qui est capable d'aller chercher cette intelligence collective-là, euh, notamment au niveau de l'animation des ateliers, par exemple. Et communication, bien, encore une fois, au niveau de la concertation, informer les parties prenantes, diffuser les résultats. Donc, les différents facteurs de succès pour mettre en œuvre des plans de conservation, bien, comme je le dis depuis tantôt, c'est vraiment important de concerter toutes les parties prenantes dès le début de la démarche et tout au long.
Notamment les services municipaux, ben oui, ils peuvent être impliqués dans l'élaboration du plan avec le comité consultatif, mais ils vont devoir être impliqués aussi dans la mise en œuvre, donc de les informer dès le départ de c'est quoi les implications que ça va avoir là, éventuellement. Euh, Même chose pour les citoyens, on veut qu'ils soient informés de la démarche dès le départ, qu'ils soient impliqués, que vraiment le plan soit porté par tout le monde, qu'il y ait une acceptabilité sociale au plan. Et on veut aussi l'appui du conseil municipal. Donc, prévoir le coût, donc informer le conseil de la démarche et les embarquer dès le départ. Va falloir aussi leur présenter les résultats à la fin, leur présenter ce que ça implique aussi au niveau de la mise en œuvre parce qu'ils vont être impliqués dans la mise en œuvre. Et prévoir les ressources nécessaires à la mise en œuvre. Donc, oui, on élabore un plan, mais après ça ne fait que commencer. Donc, si on a réalisé un plan d'action sur 10 ans, ben, on va être capable de euh, les mettre en œuvre, ces actions-là. Donc, quand je dis ambitieux, mais réaliste, c'est qu'on veut pas avoir, par exemple, 200 actions, que ça va être impossible avec les ressources actuelles de la municipalité à mettre en œuvre. Donc, on veut, oui, être ambitieux, mais on veut quand même s'assurer que c'est réaliste au niveau des ressources et prévoir aussi ces ressources-là qui vont être nécessaires à la mise en œuvre, là, autant les ressources humaines que financières. Et finalement, ben, arrimer cette démarche-là avec les autres démarches de la municipalité et des partenaires. Donc, peut-être que la municipalité a déjà d'autres démarches en cours aussi, par exemple, un plan climat, euh, un plan directeur des parcs, par exemple. Donc, on veut s'assurer qu'il y a une continuité, un arrimage avec ces différentes démarches-là et aussi avec les démarches des autres partenaires. Par exemple, la MRC, les municipalités limitrophes, peut-être qu'ils ont un plan aussi, qu'il y aurait des maillages à faire à ce niveau-là, et avec les différents partenaires aussi. Donc, on veut collaborer, puis s'assurer que on va pas dédoubler les efforts, mais maximiser ces efforts-là. Donc, après le plan, c'est la mise en œuvre. Donc, comme je disais, doit planifier ces ressources nécessaires à la mise en œuvre. C'est ce qu'on fait avec le plan opérationnel. On veut évaluer, suivre la mise en œuvre des actions. Donc, c'est ça que sert le plan de suivi. On ajuste aux besoins. Donc, c'est vraiment un processus itératif. On implique les services, le conseil municipal, les partenaires, les citoyens. Et on doit aussi penser à aller chercher du financement pour les actions prévues du plan d'action. Donc, aller chercher un budget annuel pour ça. Et finalement, intégrer ce plan-là au niveau de la planification territoriale. Donc, sur ce, ben, je passe la parole à Daniel là, qui va entrer là-dedans plus en détail. Merci, Fanny. Donc moi, je vais parler. Je commence toujours par faire un petit cours de connectivité 101, juste pour qu'on comprenne un peu plus en détail quand on parle de connectivité, de quoi il s'agit. Euh, la connectivité écologique est le mouvement des espèces et le flux des processus naturels qui soutiennent la vie sur Terre. Tantôt, Fanny a parlé des noyaux et des corridors écologiques. De notre modélisation à l'échelle de la région des Laurentides. Elle faisait référence justement à cette carte-là qu'on a devant nous, euh, qui est composée au fait de noyaux de conservation et de corridors écologiques, ce qui va créer ce qu'on appelle un réseau de connectivité. Donc ici, les noyaux de conservation qui sont des milieux qui ont une taille, un couvert naturel suffisant qui permettent de servir d'habitat à plusieurs espèces qui sont caractéristiques de la région et qui peuvent avoir tout leur cycle de vie à l'intérieur de cet habitat-là. Puis les corridors écologiques, c'est un lien naturel ou semi-naturel entre ces grands noyaux de conservation qui permet de maintenir et de restaurer une connectivité écologique. Donc, qui permet de servir de moyen de déplacement, notamment des espèces entre noyaux. Tantôt, on a parlé de corridors écologiques. On trouve plusieurs typologies de corridors écologiques. Généralement, on parle de trois types. Il y a les corridors d'habitat qui sont des corridors plus linéaires, qui ont une composition plutôt similaire tout le long de cette ligne de déplacement-là.
On a aussi ce qu'on appelle des corridors pas à pas, où il y a plusieurs petits îlots d'habitat qui sont pas continus, qui sont pas connectés de manière continue, mais qui permettent aux espèces de se déplacer et d'un îlot à l'autre jusqu'à atteindre un autre noyau de conservation. Sinon, on a aussi ce qu'on appelle le corridor en mosaïque, qui est un corridor où il n'y a pas seulement une unité paysagère qui s'y trouve, mais plusieurs types de milieux qui se superposent et qui s'agencent pour arriver à créer une connectivité entre les noyaux. Donc, on parle ici mettons, de couverts forestiers, de milieux humides, etc. Donc, qui finalement permet quand même le déplacement des espèces. Il faut avoir en tête que l'idée ici, c'est que les animaux et les espèces végétales peuvent se propager et avoir des échanges génétiques, ce qui contribue à la vitalité de l'espèce. Un élément qui est essentiel quand on parle de corridor écologique, c'est la notion de fragmentation. Donc, la fragmentation, c'est un processus par lequel une intervention anthropique vient fracturer un habitat, un noyau d'habitat, donc qui va venir le scinder en deux portions, ce qui a un effet sur la quantité, la vitalité des espèces qui s'y trouvent. Ici, on voit à gauche un noyau d'habitat avec l'habitat d'intérieur rempli d'espèces et un habitat de bordure. Mais une fois qu'on introduit la fragmentation, à cause de la taille de l'habitat d'intérieur qui est réduite, ben, on perd en biodiversité. Euh, Dans notre région, la région des Laurentides, on voit, on peut trouver deux types de situations globalement. Euh, petit, ouais. Donc, plus au nord, on a un couvert forestier qui est beaucoup plus intègre. Donc, ici, les objectifs en lien au maintien de la connectivité écologique vont être différents. Ici, il s'agit plus de limiter la fragmentation. Il y a déjà beaucoup de fragmentation qui a lieu avec une augmentation notamment du réseau routier. Mais il y a encore quand même un couvert plus important, mettons, qu'au sud de la région. Et ici, on va essayer de réduire la fragmentation, alors que plus aussi, l'idée, c'est maintenant de contrevenir à la fragmentation qu'il y a eu, notamment à cause de l'étalement urbain. Donc ici, il y a une idée de plus de restauration de la connectivité écologique. Donc, pour vraiment donner un exemple quand on parle de corridor, ici, on a envers deux noyaux et un milieu entreposé ainsi qu'une autoroute qui vient fragmenter le chemin alors le réseau en deux. Donc, pour un animal, il faut essayer de se mettre dans la tête de l'animal, comment se déplacer pour se rendre d'un noyau à l'autre. Ben, ce qu'on fait, une analyse de connectivité, c'est qu'on va chercher quel est le moyen le plus efficace pour l'animal de se déplacer. Et petit, ouais, s'il te plaît. Donc, ici, on va voir que ben, envers l'espèce va préférer d'aller les milieux, de circuler dans les milieux plus où il y a le moins de fragmentation, donc encore avec une biodiversité, un couvert végétal suffisant pour son déplacement. On a plusieurs exemples de corridors écologiques. Ici, on voit par exemple le European Green Belt qui a un réseau écologique, un réseau de corridors qui traverse toute l'Europe de nord en sud. Et ici, il y a une planification qui est faite pour maintenir cette connectivité-là. Et bien qu'il y ait d'autres usages qui sont quand même présents, il y a quand même un secteur qui est défini pour permettre cette connectivité-là, notamment avec des aménagements qui vont permettre de contrevenir aux éléments de fragmentation.
Ici, c'est le cas en Floride. Ben, on voit très bien comment l'autoroute fragmente les deux portions de milieux plus ou moins intègres. Et donc ici, l'idée serait de venir avoir un aménagement, un corridor, comment dire, j'ai comme le mot en tête, désolé, mais on viendrait faire un aménagement permettant de rejoindre les deux milieux. On avait fait une étude à l'été de 2024 où on a pu remarquer qu'il y avait plus de 4000 carcasses de tortues ici dans ce cas-ci avec l'incidence du réseau routier. Donc, encore une fois, on voit que l'importance d'avoir des corridors écologiques qui permettent de contrevenir à ces éléments de fragmentation. Il y a plusieurs exemples d'infrastructures peuvent être mises en place pour permettre, ça, on n'est pas obligé d'avoir des grandes infrastructures qui coûteuses qui pourraient permettre d'assurer la connectivité, mais on est quand même en mesure d'avoir des infrastructures à moindre coût qui peuvent aussi jouer le rôle de lien de connectivité euh, entre deux milieux pour que les espèces puissent se déplacer. L'exemple emblématique, c'est l'exemple de Banff en Alberta, où on vient carrément mettre une structure pour permettre de rejoindre les deux milieux, les deux noyaux d'habitat plus intègres, euh, et ainsi assurer qu'il y ait une connectivité, encore une fois, entre ces éléments-là. Encore un exemple là, de plus de ponceaux qui sont aménagés pour la connectivité. OK, donc une fois qu'on a dit tout ça, on pose toujours la question de pourquoi on parle autant de connectivité écologique, au-delà de la nécessité de préserver les habitats. Mais il y a aussi une incidence des changements climatiques, notamment avec des modélisations qui montrent que la région des Laurentides va être une courroie, un passage et un refuge pour la biodiversité. Avec en haut à gauche, là, on voit comment la région plus du Québec là, va être un lieu de passage euh, qui va permettre d'assurer au moins un maintien de la biodiversité à l'échelle de l'Amérique du Nord. Peux-tu, Fanny? Il y a eu un petit enjeu, on dirait, avec... Je pense qu'on a perdu, désolé. Fanny a perdu sa connexion. OK. Ben, je peux prendre le relais, ça va être plus simple. Tu partages ton écran. Ouais. Est-ce que ça va? Oui, on voit ton écran. Parfait, merci. Désolé pour cet enjeu-là. C'est des choses qui arrivent. Euh, donc, comme je disais, donc, la région du Québec va être un refuge pour la biodiversité. Donc, il y a un intérêt à vraiment penser dans un futur comment maintenir cette connectivité écologique et pour assurer l'attrait notamment de la région des Laurentides. Euh, et au niveau canadien, encore une fois, on voit que cette région ici, là, au Québec a été identifiée comme une zone prioritaire nationale pour les corridors écologiques. Donc, ça fait un lien avec la région des Laurentides. Euh, Au niveau du Québec,
Il y a l'initiative initiative québécoise Corridor écologique, qui est un regroupement d'organismes et de maîtres d'œuvre qui font de la planification de la connectivité écologique à l'échelle de la province. Et nous, ben, on se retrouve ici, là, au B, euh, ici. Euh, pour la modélisation qu'on a faite euh, du réseau écologique dans les Laurentides, on a utilisé des espèces, ce qu'on appelle des espèces parapluies, dans l'objectif d'aller couvrir un maximum d'espèces pour assurer lorsqu'on fait la modélisation, ben, qu'on est en mesure de protéger, d'assurer la vitalité d'un maximum d'espèces dans la région. Puis celles qui ont été ciblées sont le loup, les oiseaux forestiers, la martre d'Amérique, la grenouille des bois, la grande musaraigne, le cerf de Virginie, euh, euh, l'orignal et les espèces de milieux ouverts. Ici, encore une fois, on peut voir comment ces espèces parapluies-là représentent ben, une panoplie d'espèces qui, en protégeant les milieux de ces espèces parapluies, on arrive à intégrer un maximum d'espèces dans les opérations qu'on entreprend. Puis ici, on a le réseau dans son ensemble, avec en vert foncé les noyaux de conservation, en bleu et en noir les corridors écologiques qui sillonnent le territoire afin de connecter les différents noyaux d'habitat. Parfait. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, l'idée, c'était vraiment d'aller assez vite là-dedans. L'objectif ici, c'est de voir plus comment ça peut impacter la planification territoriale et comment ça permet d'orienter l'aménagement. C'est une notion qu'on vient de mentionner. Euh, L'échelle de la planification est extrêmement importante à ce niveau-là, parce qu'on parle d'échelle régionale, donc tantôt on a montré le réseau dans son ensemble. Il y a aussi l'échelle de la MRC, ce qui est attendu au niveau des schémas d'aménagement avec les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, et finalement l'échelle de la municipalité et même l'échelle de quartier qui peut jouer un rôle dans la connectivité locale, mais aussi dans le maintien de la connectivité à l'échelle régionale. Et donc, on va voir comment ces différentes échelles-là peuvent sont interconnectées et jouent un rôle. Euh, pour les échelles de planification, juste un rappel qui est à la règle de conformité. Donc, la façon que ça marche, c'est qu'on a le gouvernement qui émet les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Et ces orientations-là, ben, ils vont guider les différentes échelles subséquentes d'aménagement. Donc, quand il y a une région métropolitaine, ben, il y a le plan métropolitain d'aménagement, ce qu'on appelle le PMAD, qui doit répondre aux orientations. Sinon, dans la plupart des cas, dans la région des Laurentides, surtout au nord, ben, on va directement au niveau du schéma d'aménagement, au niveau de la MRC, qui va devoir répondre aux orientations. Et le plan d'urbanisme, lui, vient répondre au schéma. Donc, c'est ce qu'on appelle la règle de conformité. Puis finalement, ça va jusqu'au citoyen ben, qui vit dans ces milieux-là. Puis, j'attire votre attention sur l'orientation 2, qui est assurer la conservation des écosystèmes et miser sur une gestion durable et intégrée des ressources en eau. Donc, c'est vraiment une nouvelle orientation qui est maintenant présent dans les objectifs d'aménagement. Et les schémas devront intégrer ces éléments-là. Et bien, subséquemment, ça va atterrir au niveau municipal et local. Donc, pour aller plus loin un peu là-dedans, l'orientation 2, il y a trois grands objectifs. Conserver les milieux naturels d'intérêt. Donc, ça fait écho au plan de conservation notamment. Contribuer à la résilience des écosystèmes. Ici, on parle de connectivité écologique, pas mal, et de moyens de conservation, parce que la connectivité écologique est un des moyens, des importants moyens de résilience des écosystèmes, puisque ça permet justement à la biodiversité d'être riche et de circuler sur le territoire. Ensuite, il y a aussi assurer la pérennité et la protection des ressources en eau par une gestion intégrée. Donc, ce sont les trois objectifs qui sont
attendues et puis auxquelles les schémas devront aborder. Donc, l'échelle régionale, comme on en parlait tantôt, il y a l'échelle la modélisation que Écocorridor Laurentien a faite pour la région des Laurentides. Et puis, comme on le voit, euh, elle sillonne l'ensemble du territoire de la MRC, un peu moins au niveau d'Antoine Lambel, mais il y a une modélisation qui est en cours pour ce secteur-là. Et nous sommes présentement en étroite collaboration avec les organismes de bassin versant, mais aussi et surtout les municipalités régionales de comté pour travailler à l'intégration de ces éléments-là dans les schémas. Il existe d'autres types de modélisation, d'autres modélisations à l'échelle régionale. Ici, je donne deux autres exemples. Au niveau de la CMM, il y a les corridors forestiers, les boisés métropolitains, qui ont été identifiés notamment au niveau du PEMAD. Donc ici, on voit comment ces éléments-là sont présents sur le territoire et vont avoir un impact sur l'aménagement du territoire. Il y a aussi le corridor forestier du Grand Coteau qui a été modélisé puis qui a un impact plus au niveau du sud des Laurentides, donc tout ce qui est Mirabel, etc. À l'échelle de la MRC, on a l'exemple de la MRC d'Argenteuil qui avait déjà planifié un réseau écologique sur son territoire. Et comme on voit ici, il y a des noyaux de conservation qui ont été identifiés avec en jaune des corridors écologiques qui sillonnent le territoire. Puis ça, bien entendu, il y a un impact sur comment l'aménagement va être orienté. Euh, à l'échelle municipale, et là maintenant on fait le pont justement sur la cohérence nécessaire d'un réseau écologique. Comme j'aime le dire, la cohérence du réseau réside dans sa continuité, donc dans l'interconnectivité qu'il y a entre les échelles. On a à gauche le réseau écologique qu'on a montré tantôt, donc c'est une portion du réseau écologique au quatre en blanc et comment il impacte, par exemple, la ville de Saint-Sauveur. Et avec le plan de conservation local, à droite, on voit comment, à l'échelle de la ville, on peut continuer cette connectivité-là et venir identifier des corridors écologiques et des noyaux de conservation à l'échelle de la ville, ce qui permet de continuer d'intégrer la ville dans la planification de la connectivité. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que en faisant cette planification-là, la ville s'assure que la ville en elle-même ne devienne pas un élément de fragmentation complète du réseau en tant que tel. Donc, sa planification, la planification de son périmètre d'urbanisation va venir prendre en compte la nécessité de préserver les milieux naturels d'intérêt et ainsi d'assurer une connectivité écologique locale et régionale. Il en est de même ici un exemple de la ville de Saint-Jérôme. Encore une fois, ici on voit les différentes modélisations dont on a mentionné tantôt. Il y a le corridor écologique au quatre en blanc, mais aussi le corridor forestier du Grand Coteau qui a un impact sur le périmètre, sur la ville de Saint-Jérôme. Donc, nous, on est venu accompagner la ville à identifier à l'intérieur et de son périmètre d'urbanisation, mais aussi à l'intérieur de sa limite administrative, un réseau écologique. Mais ici, c'est une trame verte et bleue, puisque ça intègre aussi des éléments de trames multifonctionnelles, par exemple, qui peuvent venir entrer dans la planification des différents secteurs. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est comment ces éléments-là s'imbriquent un dans l'autre et permettent d'assurer dans un futur plus ou moins proche que le développement en tant que tel de la ville prenne en compte la connectivité régionale et locale.
Un autre exemple, plus à l'échelle locale maintenant, vraiment une échelle d'arrondissement. Ici, c'est l'arrondissement de Saint-Laurent qui a souhaité établir un corridor de biodiversité. Ici, vu qu'on est à une échelle beaucoup plus locale, bien entendu, les espèces qui ont été identifiées pour la modélisation de ce corridor de biodiversité n'ont rien à voir avec les grandes espèces à grand domaine vital qu'on a mentionné tantôt, mais il y a quand même un intérêt à ce que les espèces, aussi petites qu'elles soient, puissent avoir un réseau écologique. Et bien entendu, il y a un impact sur la qualité de vie des habitants qui s'y trouvent. Donc, l'exemple ici qui est intéressant, c'est qu'on peut voir en noir ici, il y a un périmètre autour de différents éléments qui sont qui sont nommés les écoterritoires de la ville de Montréal. Et la planification donc de ce réseau de biodiversité cherche à connecter un écoterritoire euh, euh, à l'arrondissement en tant que tel. Donc, l'idée ici, ça se fait pas en silo, mais il y a encore un objectif de venir imbriquer, de connecter euh, euh, les milieux naturels avec un plus grand noyau d'habitat, qui est l'éco-territoire dans ce cas-ci. Puis, on peut le voir que ça se passe à plusieurs niveaux et que ces éléments-là, bien, finalement, à l'échelle de la CMM, ben, ils font partie d'un tout avec les noyaux, notamment le corridor forestier et le boisier métropolitain. Euh, Ici, encore une fois, pour ajouter, ben, la planification des habitations futures se fait en conséquence, donc en connaissance de cause, en harmonie avec ce corridor de biodiversité qui a été identifié, dans un objectif notamment d'offrir à la population euh, un cadre de vie riche en biodiversité. L'autre exemple de l'échelle locale, ben, c'est à Terrebonne, euh, où ils ont aussi un corridor de biodiversité. Et encore une fois, le corridor a été identifié avec différents types de milieux. Donc, il y a des milieux humides. Ils ont aussi fait des inventaires d'espèces et les constructions qui sont prévues, eh bien, il y a des éléments discrétionnaires qui viennent accompagner ces lots-là de manière à assurer qu'il y a une intégration harmonieuse avec le corridor en tant que tel. Donc, tantôt, j'ai parlé du cadre de vie. Ben, ça fait écho à ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc, c'est quoi les services écosystémiques? Ben, ce sont des éléments euh, que la nature offre euh, comme bienfaits, donc qui auront un impact sur le cadre de vie que ce soit au niveau de l'alimentation, d'éléments culturels, donc de récréation, le récréotourisme par exemple, la qualité de l'air. Donc, ce sont tous des éléments et en intégrant la connectivité écologique et la planification de la conservation des milieux naturels dans vos démarches de planification territoriale, bien, on vient maximiser ces services écosystémiques et assurer leur vitalité sur le long terme. Un exemple que j'aime prendre en termes de lien entre planification territoriale et milieu naturel, c'est l'exemple de Matra au Romorantin, donc c'est en France, où ils ont planifié le quartier en harmonie avec l'écoulement des eaux. Ici, on parlerait plus de connectivité aquatique. Euh, mais l'idée ici, c'est que tous les habitations ont été conçues de manière à assurer euh, euh, un bassin de rétention
lorsqu'il y a des pluies à de forte intensité, des pluies averses. Et même la forme des bâtiments ont été pensés de manière à assurer la continuité et la circulation de l'eau. Donc, il y a une planification en amont de l'impact que, que la planification territoriale pourrait avoir sur ces milieux-là et vice-versa. Donc, l'idée vraiment, c'est de rentrer en harmonie puis de considérer la nature dans notre planification d'une manière à éviter dans un futur des effets néfastes. Une fois qu'on a dit ça, donc on a parlé quels sont les outils qui sont disponibles pour assurer cette harmonie-là. Et on a parlé du plan de conservation dans lequel on fait de l'acquisition de connaissances, on veut connaître le portrait du territoire, il y a la cartographie des habitats qui est nécessaire, des inventaires, des analyses spatiales qu'on peut faire. Il faudrait se doter d'indicateurs de suivi qu'on fait en pleine conservation, dans le sens que on a parlé d'une stratégie sur 10 ans, ben, quelles sont nos attentes par rapport à ça. Puis donc, en adoptant ce plan de conservation, on peut avoir une vision moyen-long terme de notre planification. Au niveau des outils, il y a des outils, bien entendu, en aménagement. On a parlé de schéma, mais aussi le plan d'urbanisme dans lequel on peut intégrer le réseau écologique. Donc, que le réseau écologique fasse partie prenante du plan d'urbanisme et que les affectations de sol prennent en compte ces éléments-là, de manière à ce que les usages par la suite puissent répondre et limiter les effets de fragmentation qui pourraient avoir lieu sur ces milieux-là. Euh, Au niveau de la réglementation, bien entendu, il y a plein d'éléments, d'outils qu'on peut prendre en compte. On peut adopter des règlements de PIA afin d'assujettir les demandes de permis de construction et de lotissement euh, par exemple, à leur impact sur la biodiversité. Euh, on peut créer des affectations spécifiques. On peut obliger le maintien d'espaces naturels, donc un pourcentage d'espaces naturels qui viendrait être exigé. Euh, on peut limiter certains types de lotissements et favoriser d'autres. Par exemple, on peut favoriser un lotissement de conservation en grappe de manière à limiter l'étalement urbain. On peut avoir des mesures de densification urbaine, etc. Euh, Au niveau de l'acquisition et de la protection légale aussi, ça c'est un autre élément super important. Donc, faire usage de la préemption. On peut aussi euh, mettre en place des incitatifs fiscaux qui soient favorables ou collaborer avec des propriétaires, d'où leur intégration dès le départ dans les processus de mise en place, de mise en œuvre d'un plan de conservation. Euh, c'est ça, donc on peut mettre un statut légal de conservation aussi, créer un partenariat avec un organisme de conservation pour créer des aires protégées privées sur le territoire de la municipalité. Donc, ça fait le tour pour la présentation, mais on veut vous dire quand même qu'au niveau DCL, on a une équipe qui a l'ensemble des expertises qui ont été nommés. Donc, l'équipe est composée de professionnels en biologie, en environnement, comme Fanny, une équipe de communication, une équipe des experts en concertation notamment, un accompagnement au niveau des outils de planification, que ce soit au niveau de la réglementation notamment. Euh, on fait généralement un accompagnement sur mesure, clé en main avec, que ce soit pour l'élaboration du plan de conservation, euh, pour accompagner aussi les dons, la réception de dons écologiques ou la restauration de bandes riveraines, notamment en milieu agricole, donc des aménagements agroforestiers par exemple. On peut aussi accompagner au niveau de la FFQ, donc il y a un financement qui vient couvrir jusqu'à 70% des coûts. Donc on peut accompagner au dépôt d'une demande à ce niveau-là.
Puis aussi, il y a la certification municipalité éco-connectée qui vient encourager, mais aussi reconnaître les efforts qui ont été mis en place pour la conservation des milieux naturels et la connectivité écologique. Un autre élément très, très important, c'est que quand on pense à la question de la connectivité écologique, c'est de toujours essayer d'intégrer au-delà des limites administratives qu'il y ait des partenariats intermunicipaux. Ça pourrait être un facteur de réussite au niveau, en tout cas, de la protection de la biodiversité, parce que les animaux, ben, ils connaissent pas à quel moment la ville ou la municipalité se termine. Voilà, donc ça fait le tour. On va passer maintenant la parole à Erika pour les questions. Merci. Merci Fanny, merci Daniel. Je vais arrêter l'enregistrement avant de passer à la période de questions.